une nouvelle vidéo sur la chaîne Nebulaire, mais comment c'est possible? Je crois qu'il a arrêté. Alors voici donc une vidéo qui était très demandée dans les commentaires, à savoir une vidéo récap des différences entre le manga et son adaptation animée. Alors au début je n'étais pas très chaud car je revenais souvent dessus sur mes précédentes vidéos, et puis comme ça n'a jamais été fait sur YouTube, bah pourquoi pas au fond. Alors j'ai listé les cas que je jugeais les plus pertinents. Bien sûr il y aura des oublis je pense. J'ai mis plusieurs mois pour accoucher de ce résultat, j'espère que vous aimerez. En tout cas le challenge était redoutable pour l'équipe de la chaîne Nebulaire car il y avait tellement de choses à dire sur le sujet. Au début de l'histoire, la narration y est très différente. Dans le manga, l'entraînement de Seiya n'est pas terminé. On a le droit, ainsi à travers deux touristes japonais qui se sont manifestement perdus de leur groupe, à une petite présentation de l'entraînement de Marine. Nous pouvons alors y voir Seiya meurtri. Il est intéressant de constater que Marine évoque la férocité de Cassius, qui semble avoir un goût à la décapitation. L'anime choisira d'éluder tout cela pour des raisons mystérieuses. L'entraînement de Seiya apparaîtra ainsi sous forme de flashback. Notons qu'un prêtre ressemblant un peu à Mitsumasa Kido informera aux deux touristes qu'ils ont vu des saintes, ce qui est assez rare. Le but est d'initier le lecteur à ce rang si particulier, tout en révélant le rattachement de sainte à la déesse Athéna. Notons que quelques informations indiquées par ce prêtre seront reprises dans l'anime par Marine. Celui-ci apparaît dès le premier chapitre du manga, ce qui ne sera pas le cas dans l'anime. Bien plus tard, en interview, Masami Kurumada avouera que ce personnage n'était qu'un spectateur parmi tant d'autres à la base. Il n'avait pas l'intention de lui donner un grand rôle dès le début. Notons que dans l'anime, Ayolia se retrouve souvent avec Marine et pour cause, ils sont tous les deux spectateurs des exploits de Seiya face à Cassius dans le manga. Bien plus tard, le staff se rendant compte qu'Ayolia et Seiya se connaissent depuis fort longtemps, un flashback sera créé dans l'épisode 51 où Ayolia remonte le moral à Seiya. Notons également que la partie Poséidon, Ayolia abat un homme de main de l'empereur qui avait réussi l'exploit à kidnapper Saori. Lorsque la Toei Animation a obtenu les droits d'adaptation du manga de Masami Kurumada, il a fallu faire des choix, et avant tout sur les armures de nos héros, probablement parce que Bandai n'était pas très chaud pour commercialiser des figurines avec si peu de pièces, et pourtant Shingo Araki avait réalisé des croquis reprenant justement les clauses du manga. Mais oui, la plus grosse différence et la plus évidente, ce sont bien sûr les clauses des bronzes redessinées. Ceci créera une incohérence puisque les bronzes sont supposés être les moins bien vêtus et ironiquement, ils sont aussi bien protégés, voire plus que les Silver Saints. Ainsi, Misty est moins couvert que Seiya dans l'anime. On note aussi cette volonté d'offrir des jambières qui protègent les pieds de manière exclusive, là où ce n'est pas le cas dans le manga. Bien sûr, il y a d'autres différences avec d'autres personnages, par exemple le casque de Jamian. Chez les Gold Saints, il y a le casque de Shura et j'en passe. Alors c'est vrai jusqu'à la bataille des Silver Saints, car lorsque Seiya fait la connaissance de sa clause, la forme objet apparaît et il endosse manuellement ses protections par le biais d'un petit flashback au moment où il affrontait Shaina. L'occasion de révéler au lecteur que chaque pièce de la forme objet est supposée être une protection, tout au moins c'est ce que dit la légende. Les ailes. Dans l'anime, c'est magique, c'est la clause qui vient à son porteur et l'opening Pegasus Fantasy a largement popularisé cet attrait séduisant que nous aimons tous. Du coup, Masami Kurumada s'est ravisé et reprendra ce concept par la suite et fera même un clin d'œil à l'opening justement de la série par le biais d'un chapitre où Tenma endosse la clause de Pégase. Contrairement à l'adaptation animée, Seiya n'est pas en retard dans le manga. Il obtient sa clause de Pégase pour se rendre direct au Japon, où il participera au Galaxian Wars. Le tournoi ne débute ainsi qu'à partir de son arrivée, et malgré l'absence de Yoga et Ikki. On peut même voir les 8 bronzes présents effectuer le tirage au sort. Dans l'adaptation animée, c'est tout autre. Seiya, au même titre que Yoga et Ikki, est en retard par rapport aux autres. Le tournoi débute donc dès le premier épisode. L'adaptation animée fit ce choix probablement pour montrer aux spectateurs de quoi allait en retourner un combat entre deux personnages en armure, chose qui n'est pas vraiment visible entre Shaina et Seiya. Il est à noter que Jabu terrasse très facilement Ban dans le manga. Il semble être intact même. Le combat n'est narré le temps d'une seule case. L'adaptation animée changera cela et
Ban y apparaît de manière beaucoup plus féroce. La réalisation est trompeuse car à ce moment-là de l'histoire, on a peine à croire que Jabu ne sera pas un personnage clé dans l'histoire. On a le droit à un coup inédit de Jabu où celui-ci utilise la corne de la licorne pour immobiliser son adversaire. Il faut dire qu'à ce moment-là de l'intrigue, l'unicorne Gallop, il n'existait pas. Dans le manga, Yoga ne souhaite pas participer aux Galaxian Wars, et cela s'arrête là, mais il change radicalement d'avis en recevant une lettre du sanctuaire. On apprendra bien plus tard que cette lettre a été transmise par Camus. L'adaptation à animé éludera le fait que Yoga ait reçu des directives du sanctuaire, et donc la lettre. Et ce rôle sera partiellement repris par Ikki à travers ses courts échanges avec Docrates. Une idée qui pourrait être loufoque. Saori, dans l'adaptation animée, a la possibilité de converser avec l'âme de son grand-père via son planétarium, probablement grâce à la technologie de la Fondation Grade. Si en soi l'idée ne vieillit pas très bien, son grand-père lui donne des conseils avisés par rapport à la mythologie grecque et sur les doutes de Saori, très vite dépassés par la situation. Notons que dès l'épisode 9, Mitsumasa Kido compare Saori à Athéna. Mais l'idée n'est pas déplaisante car c'est l'occasion d'entendre le cultissime Kohei Miyoshi, connu pour être la voix de Kame Sennin, une voix remplie de sagesse qui fait largement son effet. Il existe plusieurs différences notables entre les deux formats, et je vais tenter de les lister ici. Le premier changement notable est le lieu. Dans le manga, les combats se passent sous le mont Fuji via les cavernes des divans. L'obscurité fait sens avec les Black Saints justement. Dans l'animé, cela se passe en plein air, dans la vallée de la mort, qui remplace donc les cavernes des divans, un choix qui laisse encore perplexe aujourd'hui. C'est également ici que Seiya voit sa clause réparée, et celle-ci évolue contrairement à l'animé, ainsi que celle de Shiryu, mais de manière plus discrète. Chez les antagonistes, Black Pegasus ne ressemble pas vraiment à Seiya dans le manga, il a même la peau sombre, et le Cosmos spécial le fait doter de cheveux roux, alors que l'animé fait de lui le sosie parfait de Seiya. Tandis que le Black Swan s'arrache un œil pour informer Ikki de la technique de yoga, dans l'animé, c'est le symbole du cygne qu'il arrache. Quant au Black Dragon, celui-ci dispose d'un frère Fukuryu qui a la particularité d'être aveugle. Il donnera du fil à retordre à Shiryu à un moment précis où l'action se déroule dans l'obscurité la plus totale. Vu le lieu où se passe l'action, ce personnage a sauté dans l'animé. Pourtant, il aurait été facile d'imaginer que le Black Dragon se faufile dans une grotte et hop là, mais non. Et enfin, lors de l'affrontement final, dans le manga, exclusivement, Ikki demande aux autres bronzes saintes s'ils vont l'attaquer en même temps. Ce dialogue fait écho avec un flashback, là encore non adapté par l'animé, où Seiya a tenté de prévenir Ikki des barres de fer électrifiées, mais à ce moment-là, Ikki voit en Seiya un larbin de la Fondation Grade, car c'est à ce moment-là que Tatsumi lui révèle que l'île d'Andromède, c'est pas non plus Jojo. Bref, vous l'aurez compris, il y a eu pas mal de modifications. Tous nos héros se retrouvent face à Ikki et Seiya n'a pas récupéré le reste de sa clause. En effet, le manga ne fait plus réapparaître les morceaux de la clause de Pégase, mais uniquement les pièces de la clause du Sagittaire qu'il possédait. Et c'est ce que verra Shun lorsqu'il retrouve Seiya. Du coup, ça paraît plus logique de le revoir ainsi face à Ikki, alors que l'animé lui le fait revenir flambant neuf. Cette différence de l'état de Seiya est intéressante à analyser, car déjà, lorsque la clause du Sagittaire protège Seiya, on pourrait également se dire que l'âme d'Aiolos protège celui qui en a le plus besoin, en plus de la noblesse d'esprit de Seiya. Et sur ce combat qui semble déséquilibré sur Seiya, Masemi Kurumada va introduire des éléments pour réévaluer les chances du héros. En effet, Ikki voit sa clause se détruire. Miracle! Et à ce moment-là, on pense qu'ils sont à égalité. Là où dans l'animé, il y a ce décalage où Seiya frappe Ikki alors qu'il est sans défense. Une scène potentiellement incohérente lorsqu'on voit son combat face à Shiryu. Mais le staff n'avait pas envie de s'embêter à mettre Seiya sans sa clause pour la lui remettre juste après. Malgré qu'il n'ait plus le haut de sa clause, Seiya se fait aider par le bouclier du dragon et ainsi que la chaîne nébulaire, de quoi largement compenser sa perte de protection. Alors pourquoi ne pas avoir gardé cela dans l'adaptation animée? Alors pour plusieurs raisons. Déjà, le staff voulait probablement uniformiser l'état des bronzes devant Ikki, l'occasion d'aborder une autre différence qui intervient bien plus tard. Yoga, lorsqu'il quitte la maison du Scorpion, récupère son casque contrairement au manga, car l'équipe derrière la série voulait très
très probablement uniformiser leur état dans la maison du Sagittaire. Seconde raison potentielle, le combat avec Misty n'aura pas lieu immédiatement car en effet, Seiya est désarmée face à ce Silver Saint. Le début du combat est donc tronqué, le tout pour apporter un peu de suspense lorsque Kiki retrouve le reste de la clause de Pégase, à l'exception du casque, qui était une raison maligne de la part de l'auteur de s'en débarrasser. Dans l'animé, les scénaristes montrent Seiya passer du beau temps avec Mio. Misty intervient et c'est ainsi que l'adaptation retombe sur ses pattes, avec le manga puisque Seiya est sans défense momentanément. Dans le manga, la forme objet n'apparaîtra que très tardivement lorsque Seiya sera à l'hôpital alors que l'animé lui crée une version lors des Galaxian Wars. Misty indique à Seiya que ceci n'est pas la véritable clause du Sagittaire. Mystérieusement, le staff de l'anime ne reprendra jamais ce mystère et l'éludera totalement, ce qui rend le changement de design assez incohérent. De même, nos héros récupéreront le casque de la clause et devront livrer bataille contre les hommes de main du Grand Pop, bataille inédite de l'anime. Après la défaite d'Iki, le manga passe directement au Silver Saint, ne laissant aucun répit à Seiya. L'anime ne pouvait se permettre de rattraper le manga aussi vite. Ares, le nouveau pop, y enverra des saints qui ne sont pas affiliés à des constellations. À la place de Misty, c'est donc Docrates qui apparaît pour reprendre la clause du Sagittaire. Oui, car contrairement au manga, les envoyés de Saga ne doutent pas de l'authenticité de la clause. Pourquoi ce décalage? Probablement pour faire venir plus facilement les antagonistes à nos héros. Oui, car s'ils venaient uniquement au Japon parce que les bronzes ont enfreint aux règles des saintes en se battant pour des raisons personnelles, les ennemis en deviendraient presque sympathiques. C'est dans ce contexte-là que Seiya aura fort à faire avec le colosse Docrates, qui se révélera être le frère de Cassius. Ces hommes de main récupéreront la clause du Sagittaire à l'exception du casque. Par la suite, le sanctuaire enverra les Ghost Saints dirigés par Guest, une ancienne amie de Shaina. L'Enetsu Saint lui aussi tentera de dérober le casque, mais Iki, fraîchement ressuscité, s'interposera. C'est sur cette partie que la Toei Animation créera de toutes pièces Python et Gigas, deux conseillers du Grand Pop. Gigas prendra la fuite une fois que l'Enetsu Saint sera vaincu et disparaîtra totalement de l'intrigue. Quant à Python, il reprend les opérations en main et enverra les Silver Saints. Totalement ridiculisé à distance par les exploits de nos héros, il revient étonnamment dans l'intrigue lorsque Marine tente de venir en aide à Seiya piégé par les roses démoniaques d'Aphrodite. Vaincu par Shaina, Marine l'emmène avec lui car il connaît des passages secrets du sanctuaire pour arriver à l'endroit précis où se trouve Seiya. Pratique. On ignore ce qu'il est advenu du personnage par la suite. Dans le manga, sur la clause du Sagittaire, dès que Mu intervient pour sauver Seiya et les autres, la clause dorée disparaît de l'intrigue. Elle ne réapparaît que lorsque Yoga, Shun et Shiryu rejoignent Seiya à la plage. Il n'y aura donc aucune tentative de vol de la part des antagonistes à ce sujet. Dans le manga, les héros dépendent de la Fondation Grade quand ils sont au Japon, mais dans l'anime, Seiya a un studio bien à lui. Takao Koyama, le scénariste de la série, avait indiqué ne pas avoir repris le concept des 100 enfants, indiquant que le lien de Shun et Iki était amplement suffisant pour lui. Il s'agit d'un des plus gros changements avec le manga, car en effet, ce coquin de Mitsumasa Kido détenait 100 enfants dans le monde. Le mangaka crée donc un lien entre les 5 héros qui n'existent pas dans les autres supports. Seiya et les siens sont frères, et quelques textes sont assez intenses, notamment face à Poséidon. Alors après, oui, cette idée n'est pas spécialement populaire par rapport à ce que cela implique envers Mitsumasa Kido. Ouais. Lors de la bataille des Black Saints, Kiki remet la nouvelle clause de Pégase. Alors pour l'instant, d'accord, mais lorsque revient d'entre les morts Shiryu, Mu est également à ses côtés. On peut y voir à ce moment-là un cercueil faisant ressembler à ceux de Dragon Quest flottant dans les airs. Mu assiste donc à la résurrection de Shiryu. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Le mystérieux Mu, dans les parages, sauve ainsi Seiya et ses compagnons de l'attaque de Misty. Il aide donc bien plus dans le manga nos héros que dans l'adaptation animée. On a même le droit à une scène où Misty menace Mu, ce qui peut paraître incohérent vu son grade. Mu et Kiki commentent ainsi le combat de Seiya versus Misty. La perspicacité de Mu sera habilement utilisée lorsque Marine fait croire à la mort de Seiya. On apprendra bien plus tard que Mu a berné par un tour de passe-passe les Silver Saints. Ainsi, ce sont les Black Saints qui se sont fait abattre par Babel, Moses et Astérion, et non Shun, Yoga et Shiryu. Intrigue absente par l'anime. Par la suite, Mu repart à Jamir.
Dans l'anime, Mu n'apparaît à aucun moment sur cette partie de l'histoire, et Kiki en revanche, eh bien parlons-en. La Toei Animation tenait en lui une mascotte, un moyen d'utiliser des gags à travers ce personnage. S'il y a bien un personnage à être content d'être hébergé par la Fondation Grade, eh bien c'est bien lui. Il aidera Seiya et les autres à récupérer le casque des hommes de main de Dokrates. Le personnage fait des allers-et-viens, notons qu'il libère Marine d'Astérion et de Moses, alors que dans le manga, elle y parvient seule. Kiki repart avec Shunrai et Shiryu en Chine, et lorsque Seiya tente de trouver un remède pour son ami, Mu est de nouveau absent. Le personnage de Kiki a probablement plu au staff de l'époque, puisque lors de l'arc Asgard, il intervient régulièrement pour donner la réplique à Freya. On est en droit de se demander si cette mise en avant de ce personnage dans la série TV aurait inspiré son traitement dans l'arc Poséidon via Masami Kurumada. Le manga avançait comme il pouvait et pourtant l'adaptation animée devait meubler comme il pouvait pour éviter de le rattraper. Ainsi, si Shiryu avait un maître, ainsi que Seiya et Ikki, il fallait donc montrer les autres. C'est ainsi que naquit le Cristal Saint qui apparaît dans l'épisode 20, diffusé le 7 mars 1987. Là où le manga, lui, allait seulement développer le très court combat Shaka versus Aeolia via le chapitre 28. Takao Koyama prit la décision de créer le Cristal Saint en pensant que le maître de yoga n'apparaîtrait pas dans le manga, qu'il était de toute façon trop tard pour le voir apparaître, vu l'avancement du manga, mais il n'en sera rien. Toutefois, l'erreur n'était pas facile à esquiver car c'est justement dans le chapitre 28 du mois dont la dernière partie fut publiée le 17 mars 1987 que le mangaka révélera un Gold Saint mystérieux qui de base était Milo. Donc que cela soit dans le manga ou dans l'anime, on n'était pas bon. Le Cristal Saint est considéré par les Jump Gold comme un saint à la retraite. Shingo Araki et Michi Umeno ont soigné son design, le rendant particulièrement différent des autres saints. Bien que le personnage soit une invention de l'anime, il ne sera pas retiré pour autant de l'intrigue suite à sa mort, car le personnage était devenu rapidement populaire malgré sa courte apparition. Dans le manga, on ne se pose pas trop de questions, il y a les bronzes, les silver et les gold. Dans l'anime, et ce pour permettre au manga d'avancer, eh bien, ce format créera d'autres classes. Les saintes de la garde privée où figurent Dokrates, les Netsu saintes et Spartan. Alors oui, Spartan, contre toute attente, n'est pas le Silver Saint de la boussole. On a été nombreux à le croire, mais pas du tout en fait. Les saintes errants, à savoir ceux rejetés par le sanctuaire, il y a donc le trio des Ghost Saints, Guest et les Black Saints. Alors ceux-ci sont dans le manga, mais cette classe reste exclusive à l'anime. Les saintes à la retraite, deux personnages sont cités pour cette catégorie A, à savoir le Cristal Saint et Guilty. Outre ces trois classes, une autre intervient et est issue du pamphlet du 5e film où il y est question des saintes sans constellation. Et ceux figurant sur cette liste sont Dokrates, Guilty, les Netsu Saintes, Spartan, le trio des Ghost Saints et Arachné, qui dispose bien d'une constellation associée, mais celle-ci n'existant pas. Il est possible que ce choix ait été réalisé pour ce personnage car il s'agit d'un personnage exclusif à l'anime. Pour les curieux, Reda et Spica sont classés dans la catégorie autre, tout simplement. Ce ne sont pas des bronzes ou des silver saints, dommage. Et enfin, les Steel Saints qui apparaissent pour la première fois en plein combat contre le Silver Saint Babel. Ces armures sont des créations du Dr Azamori, un ami de Mitsumasa Kido. Les Steel Saints viennent en aide à nos héros 3 fois. La première fois, c'est face à Babel. Si le combat est déjà très différent de celui du manga, les Steel Saints permettent aux bronzes de contre-attaquer. Face à Algol, alors que Shiryu est dans une position délicate, Sho, Uchiho et Daichi interviennent et font une vaillante résistance, jusqu'à ce qu'Algol passe aux choses sérieuses. Naturellement, dans le manga, ces passages sont inexistants et Shiryu se crève directement les yeux. Et enfin, face aux Saintes Arachné, création et également de la Toei Animation, Sho est le seul à intervenir, sauvant ainsi Seiya d'un combat déséquilibré. Ils disparaissent dans l'épisode 40, il faudra attendre l'épisode 70 de Saint Seiya Omega pour les revoir. L'épisode 94 apportera une petite réponse sur leur soudaine disparition à l'époque. Manifestement, leur corps était à bout suite à la puissance que développait leur close.
Comme indiqué sur la vidéo de yoga, ces techniques sont différentes entre l'anime et le manga. Dans le manga, elles sont récitées en russe et les chorégraphies sont différentes. Le Clone Smash est remplacé notamment par l'Aurora Thunder Attack, de même que l'anime rajoute une technique exclusive, le Toukiken, utilisé sur Dokrates, Derbal et Alberic. Le staff avait effectué quelques modifications, notamment sur la personnalité de quelques protagonistes. Et le plus marquant est Shun, qui est bien plus vulnérable que dans le manga, notamment face à Karagu, nom qui vient de Karug, soit méduse en japonais, et les Netsu Sainte. A contrario, son combat face à Dante dans l'anime fait de lui un guerrier un poil vantard. Dans l'adaptation animée, Guilty est manipulé par Saga via son Hugenmaken pour retourner Ikki face à ses anciens amis. Cela est confirmé dans les informations des Jump Gold. Alors inutile de rappeler que ceci n'est pas le cas dans le manga. Esmeralda est la fille de Guilty dans l'anime, alors que dans le manga, on apprendra bien plus tard qu'elle est une esclave d'un fermier. Dans le manga, Masami Kurumada s'offrira quelques scènes de décapitation, souvent des illusions que cela soit Saga croyant voir Ikki décapiter Seiya, Shiryu se faisant décapiter par Queen, idem pour la tête de Nachi lors d'une illusion, ou bien encore dans le chapitre 1 où Cassius semble avoir décapité plusieurs de ses adversaires. Ces scènes passeront à la trappe lors de l'adaptation animée. Pour raccrocher les wagons avec le manga, l'adaptation a dû faire des choix. Ainsi, le contexte où Seiya se bat contre Misty est très différent. Celui-ci faisait une balade avec Mio, mais est aussitôt interrompu là où dans le manga, cet affrontement arrive tout de suite après le combat face à Ikki. Dans le manga, les combats s'enchaînent très rapidement, alors que l'adaptation animée marque des pauses. Le déroulement entre Yoga et Babel n'a strictement rien à voir. On est tous très fans de la mort de ce Silver Saint, pourtant si anecdotique dans le manga. De même qu'Algol fait équipe avec Dante et Capella, alors que dans l'anime, pour rallonger la bataille, il fait équipe avec Shaina et Spartan, permettant ainsi de faire apparaître plus tard Dante et Capella dans un contexte du coup très différent. Jamian est tué par Shun dans l'anime, alors que dans le manga, c'est Ikki qui lui règle son compte. De même que le manga n'a pas cette gêne à détériorer la clause de Seiya face à Asterion. Notons que son attaque est une succession de coups de pied, ce qui ne sera pas le cas dans l'anime. Et enfin, les motivations de Shaina sont différentes. Celle-ci est certes amoureuse de Seiya, mais l'anime créera un flashback où Seiya et Shaina se sont rencontrés jadis enfants. Notons que sous le Colisée, il y avait donc la fondation Grade et que nous pouvions voir donc en dessous la base secrète de nos héros. Et je sais pas quoi en penser aujourd'hui, je dois l'avouer. Alors c'est très particulier. Voyant que son manga était adapté, Masami Kurumada a voulu initier un concept, à savoir que les saints disposeraient de cartes pour signer leur victoire. Seiya dépose une carte de Pégase sur la dépouille de Misty, signant ainsi sa victoire. Yoga en fera de même sur Babel. Cette caractéristique disparaîtra aussi vite qu'elle est venue ironiquement. L'anime ne reprendra guère ce concept, pas plus que les spin-offs, et ni Bandai d'ailleurs. Bref, une idée qui n'a pas fonctionné. Dans le manga, Shun est arrêté uniquement par Juné, et on apprendra bien plus tard, lors d'un flashback pendant la Maison des Poissons, que l'action se déroulait dans une chambre. L'adaptation animée créera de toutes pièces les compagnons d'entraînement de Shun, un choix assez inoffensif, et ceux-ci voudront en découdre avec Shun car ils considèrent que c'est à cause de lui que leur île a été attaquée par le sanctuaire. Shun parviendra à vaincre ses deux anciens rivaux non sans violence. Et c'est également à ce moment-là qu'apparaît en flashback le charismatique Albioré. Là encore, le staff avait pensé que le maître de Shun n'apparaîtrait pas, mais il s'avère que si, mais de manière tardive. Ces faits apparaîtra dans le manga le temps de quelques pages. L'anime, pour justifier le fait qu'Aphrodite soit intervenue en plus de Milo, justifiera qu'Albioré était un Silver Saint d'exception et que le Saint du Scorpion était en train de perdre le combat. Bouh! Le Saint du Scorpion est quelque peu malchanceux dans l'anime.
En effet, dans le manga, June empêche Shun d'aller au sanctuaire car elle ne veut pas le voir mourir. Il n'est jamais question d'un incident sur l'île d'Andromède à ce moment-là. C'est l'anime qui orchestrera l'attaque du sanctuaire, mais le manga suivra le mouvement dès que Shun rencontre le sein du poisson. Aphrodite a effectivement tué Dédalus qui émettait des doutes quant au sanctuaire. Seulement, pas de chance, l'anime choisira d'inclure Milo qui était apparu peu avant dans le temple du Grand Pop, mais qui n'avait pas un bronze dédié. Et comme dit auparavant sur cette vidéo, Masami Kurumada souhaitait déjà le lier avec Hyuga à travers la disparition du bateau de sa mère avant de se raviser. Sur les remaniements de scénario, Milo est un des personnages qui a le plus souffert, puisqu'il ne devient finalement plus le meurtrier de Dédalus, ni l'homme qui fait sombrer le bateau de Hyuga. Et cerise sur le gâteau, Aphrodite lui vient en aide face à Dédalus. Dans l'anime, le Grand Pop convoque Milo pour lui faire part de la situation au Japon, rapportant ainsi que tous les Silver Saints envoyés ont été tués. Aeolia apparaît tardivement pour demander au Grand Pop d'intervenir. Ici, Aeolia est le premier à intervenir, il a donc été convoqué également et il n'est pas muni de sa clause et c'est Milo qui arrive peu après lui. Aeolia et Milo réagissent donc simultanément aux propos du Grand Pop autour des péripéties des bronzes. Alors que Seiya fait face à Aeolia au Japon, nous avons le droit à une scène où le Grand Pop rend visite à un dénommé Quasimodo. Le Grand Pop permet à ce vieil homme de mourir sereinement. Cette scène où le bon Saga intervient est importante par rapport à la motivation des Gold Saints notamment. Le serviteur, suivant alors le Grand Pop, voit en lui un homme bon. Le Grand Pop prend alors un bain et parle à un mystérieux inconnu. La scène est probablement l'une des plus importantes de Saga à cette étape de l'histoire et il est très dommage qu'elle ait été supprimée dans l'adaptation animée. Dans une scène fortement inspirée du manga Urotsuki Doji, Saga tue son serviteur car celui-ci a vu son visage. Cette scène est par contre partiellement adaptée via une courte discussion entre Mu et Aldébaran. Dans l'épisode 39, Doko révèle à son disciple l'existence des 11 autres Gold Saints, en plus de celle du Sagittaire, chose qu'il ne fait pas dans le manga, suggérant ainsi qu'il était déjà au courant, y compris du rang de son maître. Le personnage de Saori Kido a subi de grandes modifications pour son adaptation animée. Déjà, le manga insiste bien sur le côté irritant de Saori dès le début du manga. La relation qu'elle entretient avec Seiya ressemble grandement à celle de Joe Yabuki et Yoko Shiraki. Cette dernière venait elle aussi d'un milieu bourgeois. Le manga intègre très vite un flashback où nous pouvons voir Saori, enfant, jouer au cheval sur le corps de Jabu. Une scène qui a priori a été adaptée de manière très partielle dans l'épisode 2. Dans l'anime, Saori est bien plus sympathique. Le scénario montrera lors des Galaxian Wars qu'elle croit en Seiya. On aura même le droit à une scène ma foi fort sympathique où elle rend visite au héros. La relation dans le manga en comparaison est très tendue et Seiya rechigne plusieurs fois à obéir à la fondation Grade qu'elle représente, car une fois que les héros reviennent au Colisée pour y déposer les pièces de la clause du Sagittaire, Saori leur fait part d'une nouvelle tâche, ce qui ennuie passablement les héros, et si elle révèle alors qu'elle est la réincarnation d'Athéna, les bronzes se questionnent mais rejettent alors dans un premier temps la proposition de Saori. Alors que dans l'anime, c'est tout le contraire. Nos héros sont littéralement séduits par le cosmo de Saori lorsqu'ils apprennent que l'héritière de Mitsumasa Kido est la réincarnation d'Athéna. Et lorsqu'elle se fait capturer par les corbeaux de Jamian, Seiya n'est pas plus motivée que cela à lui venir en aide dans le manga, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans l'anime. Et c'est un peu plus tard que Seiya sera séduit par Saori. Peu après qu'Aeolia voit en Saori la réincarnation d'Athéna, Saori défend alors la mémoire de son grand-père à Seiya, et devant le courage certain de Saori, Seiya se rangera définitivement à ses côtés. Et enfin, Saori se prend la flèche d'or. Alors le manga ne perd pas de temps et Saori est confiée à Tatsumi, alors que l'anime lui fait apparaître son grand-père, qui ne semble à ce moment-là pas très fier de sa petite fille adoptive. Et on a le droit étonnamment à l'adaptation de la scène très houleuse où Saori humiliait les orphelins de la fondation Grade, à commencer par Jabu. Un rajout étonnant vu que l'anime s'était efforcé jusqu'ici à rendre le personnage bien plus sympathique. Notons qu'avant cela, Seiya et Saori échangent sur l'identité du Grand Pop dans l'avion, et Saori songe directement à la constellation des Gémeaux, chose absente dans le manga.
D'ailleurs, rappelons quelque chose qui n'est pas présent dans l'anime, Mu indiquera à la toute fin de la bataille du sanctuaire que la traversée du sanctuaire est également une épreuve pour Saori en tant que déesse. Mu et Doko considèrent que si elle est vaincue par Saga, alors elle ne peut être la réincarnation d'Athéna compte tenu de ce qui l'attend pour plus tard. Lorsque nos héros arrivent en Grèce, Tatsumi est présent dans le manga et reste seul pour surveiller l'état de santé d'Athéna. A contrario, la série donne l'impression qu'il n'a pas pris l'avion puisqu'il est présent dans l'épisode 40, mais Seiya se moque de son accoutrement lorsqu'ils sont encore au Japon, donnant alors l'impression qu'il n'embarquera finalement pas. Alors pourquoi avoir supprimé Tatsumi à ce moment-là de l'histoire ? Probablement parce que le staff voulait montrer une Athéna totalement isolée des autres protagonistes, tout du moins au début, et il est intéressant de souligner que pendant la bataille des 12 maisons, Saori apparaît très rarement, alors qu'elle est omniprésente dans la série. Bref, l'anime n'avait pas envie de s'encombrer de Tatsumi à des moments clés, et ils ont été contraints de le faire réapparaître lorsque l'auteur dévoila un chapitre où celui-ci se faisait attaquer par des gardes du Grand Pop. Dans les deux cas, Tatsumi ne se laissera pas faire. Notons que c'est Mu et Kiki qui remplacent Tatsumi dans l'adaptation animée, puisqu'il reste aux côtés de Saori jusqu'au moment où on arrive au combat entre Yoga et Milo. Dans le manga, le Saint du Taureau combat exclusivement Seiya et laisse donc passer sa bande. Dans l'anime, pour permettre à l'adaptation de ne pas avancer trop vite, il affronte également Yoga, Shiryu et Shun. Il les met donc à l'épreuve par ce court combat. On notera que Yoga réussit l'exploit à geler les mains d'Aldébaran, ce qui s'avérera par la suite incohérent car le sein du cygne est supposé créer un froid proche du zéro absolu pour y parvenir. Afin de créer des situations critiques et de manière simultanée pour Seiya et Marine, si l'un combat Aiolia, la seconde fera face à un personnage exclusif, à savoir Jackie. Le scénario fait une nouvelle fois passer Marine pour une Silver Saint bien faiblarde, même si l'accent est sur la musculature du guerrier. Le Grand Pop avait promis de faire de lui un saint. L'idée de voir un colosse mourir par la chute d'un précipice sera reprise lors de la conception du second film, qui sortira bien plus tard. Dans le manga, Marine ne réapparaît pas encore dans l'intrigue. Fait intéressant, le chapitre 42 où Marine réapparaissait, sauvant ainsi Seiya des roses d'Aphrodite, n'existait pas encore lors de l'élaboration de l'épisode 51. Était-ce un coup de chance de la part des scénaristes ou bien ont-ils reçu des consignes de Masami Kurumada ? Ikki va sur l'île Canon pour guérir du Diamond Dust de Yoga. Ce lieu lui est justement indiqué par son ancien adversaire au moment où Ikki laisse Algol et Dante aux mains de Shiryu, Yoga et Shun. Cette scène n'existe pas dans l'adaptation animée, alors que dans l'anime, Ikki ne semble pas conserver de blessure au bras du sein du cygne, et donc après avoir quitté une nouvelle fois le groupe peu après la défaite de Django sur l'île de la Reine Morte, Ikki renforce sa clause au volcan de l'île Canon. Du coup, on peut donc affirmer que le Saint du Phénix connaissait le lieu dans l'anime contrairement au manga. Et le Saint du Phénix y va donc pour des raisons différentes, dans le manga pour guérir de son bras et dans l'anime pour renforcer sa clause. Il faut rappeler que sur la trame principale, une fois que Ikki tue son maître Guilty, il décide de débusquer Django, qui est la tête des Black Saints, en plus de garder la clause du Phénix. Ainsi, Ikki affronte une horde de Black Saints et également Black Pegasus, Black Swan, Black Andromède et les deux Black Dragon. Ce n'est qu'une fois vaincu que Ikki affronte Django et constate qu'il est moins fort que ses 4 subalternes, enfin 5 puisqu'il y a 2 Black Dragon. Django vaincu, Shaka apparaît. Il avait reçu l'ordre de liquider les Black Saints mais il a été dévancé par Ikki. Un court combat a lieu car Shaka compare alors Ikki à Sengoku, soit un singe. Et ça, le Saint du Phénix, il n'aime pas. Après une rapide démonstration de la puissance de Shaka, ce dernier ne le tue pas, mais il lui ôte la mémoire, et celle-ci ne reviendra que lors de leur prochaine rencontre. Voilà pourquoi, au début du combat, Ikki est pétrifié.
Le chapitre où Ikki rencontre Shaka pour la toute première fois est paru dans un autre magazine que le Weekly Shonen Jump. Ainsi, la Toei Animation n'avait donc pas toutes ces informations autour des événements de la Death Queen Island, au moment où la fin de l'arc des Black Saints était adaptée. Ceci est remis à plus tard où Django fait une courte apparition, mais contrairement au manga, Shaka n'apparaîtra pas. Ainsi, pour effectuer le lien entre Ikki et Shaka, la Toei Animation, avec l'aide de Masami Kurumada, créeront les disciples de Shaka, qui ont pour ordre de débusquer le phénix et le tuer. Shaka les aidera dans cette tâche, mais sera interrompu par Athéna en personne. Ah, si je devais compter le nombre de commentaires que j'ai pu recevoir sur Ares et Saga sur les vidéos, parce que franchement, c'est une incompréhension vraiment très populaire chez les fans. C'est l'une des plus grosses différences entre l'adaptation animée et le manga. J'avais fait une vidéo sur le sujet, mais on va tenter de vite résumer. Dans le manga, Saga tue Sion et usurpe son identité pendant 13 ans. La partie mauvaise de Saga se manifeste qu'à partir des Galaxian Wars, ce qui explique pourquoi il dupe facilement les autres Gold Saints, notamment Aiolia et Shaka. Alors que dans l'animé, il tue Ares, le jeune suppléant de Sion, qu'on peut voir dans l'épisode 71 d'ailleurs. Et une fois que Seiya quitte la Grèce, il tue de manière précipitée Sion. Seiya, お前が日本に帰ってすぐ、教皇が突然亡くなられた。弟のアーレスが新教皇となったんだよ。Ce qui fait que c'est donc Sion qui donne la clause de Pégase à Seiya et non Saga dans le manga. L'adaptation animée compte donc 3 grands pop en tout, Ares, Saga et Sion. Dans l'animé, très tôt, il est indiqué qu'Aiolos a sauvé Athéna et rencontre plus tard Shura. Saint Seiya Zero reviendra sur cette période et indiquera en détail sa fuite au sanctuaire, qui est donc très différente. Ici, il doit faire face à Aphrodite, Shura et Deathmask, et il parvient au péril de sa vie à mettre Athéna en lieu sûr. Pour rallonger la sauce, l'adaptation animée indique que le Cosmo d'Aiolos hante sa maison, et ainsi nos héros devront faire face à plusieurs obstacles. Si l'épisode n'est pas nécessairement très populaire, il a le mérite de conserver les bronzes au moins pendant 1 heure dans cette maison. Car dans le manga, oui, ces épreuves n'existent pas, d'accord, mais devant l'urgence de la situation, on a peine à penser qu'ils sont restés 1 heure à se recueillir devant le testament d'Aiolos. Le Gold Saint du Capricorne a subi beaucoup de modifications pour son adaptation animée, à commencer par la forme de son casque. Par ailleurs, les scénaristes n'hésitent pas à y insérer une statue d'Athéna à l'intérieur de son temple, qui est bien sûr absente dans le manga, car Shura pense alors y être le serviteur le plus loyal envers Athéna. Cette statue donne un argument alors inédit dans l'anime, oui, car Shura se refuse de salir cette représentation d'Athéna et préférera donc affronter les intrus dehors. Ces modifications de l'anime donnent une dimension assez intéressante lorsque Shura comprend la vérité par Shiryu. Le manga, lui, outre qu'il reste le Gold Saint qu'a mis en pièces Aiolos, lui fait porter une étonnante singularité par le biais d'un dialogue d'Aphrodite. Ce dernier révélera qu'il était au courant de l'imposture du grand pop avec Deathmask et Shura. Ça change pas mal la donne par rapport à l'anime. Lorsque Seiya et Shun s'en vont pour la maison des poissons, dans le manga, Shun indique s'être battu dans l'espoir de rencontrer le Gold Saint des poissons. L'anime ne pouvait indiquer cette information car, à ce moment-là de l'histoire, le spectateur pensait que c'était Milo l'assassin de son maître. Alors que Shun sort enfin victorieux de son combat face à Aphrodite, le manga propose un flashback entre lui et Ikki lorsqu'ils étaient dans un orphelinat. Shun y fait ressurgir son message anti-guerre et il est bien dommage qu'il ne fût pas adapté dans l'anime. L'anime avait rattrapé le manga malgré l'insertion des disciples de Shaka ou bien encore les épreuves de la maison du Sagittaire. Le staff de l'anime créera de toutes pièces une nouvelle fin. On peut supposer que Masami Kurumada avait soufflé quelques idées, notamment que Saga devait se suicider à la fin du récit et que plusieurs bronzes saintes prêteraient leur force à Seiya. Ainsi, le combat entre Ikki et Saga est bien plus long dans le manga. Les informations transmises par Masami Kurumada sont passionnantes concernant le passé d'Aiolos et de Saga, à travers l'ancien grand pop qui était Sion à ce moment-là.
Très vite, la Toei Animation comprirent qu'il fallait réaliser un nouvel arc permettant au manga d'avancer tranquillement. Le second film et la série TV Asgard furent mis en chantier simultanément. Il avait été indiqué que la fin fut très vite scénarisée afin de faire le lien avec la partie Poséidon. Le début est naturellement différent. Shun et Seiya sont les premiers héros à localiser le sanctuaire sous-marin grâce à un passage secret du royaume d'Asgard, alors que dans le manga, ce passage est situé à Lushan. De même qu'un soldat de Poséidon tente de kidnapper Saori, mais Aeolia s'interpose. Cette scène n'a pas d'équivalence dans l'anime. Et si Sorrento affronte Aldébaran dans le manga dans un hôpital, eh bien dans l'anime, oui, c'est Siegfried qui l'affronte après avoir compris la supercherie. Dans les deux cas, les adversaires de Sorrento se crèveront les tympans. On peut donc regretter que dans l'adaptation animée, il n'existe aucune interaction entre les Gold Saints et les hommes de main de Poséidon. Rappelons que dans le manga, Aeolia donne son sang à la clause de Pégase, ce qui explique pourquoi il apparaît furtivement lorsque Seiya décoche un coup décisif à Bayan. Milo donne son sang à la clause du cygne, Doko à celle du dragon, et enfin Shaka à celle d'Andromède. Dans l'anime, ce qui est montré via l'épisode 83, ce n'est pas du tout la même configuration car Doko ne donne pas son sang. Salaud. Aeolia donne son sang à la clause de Seiya, Milo à celle du cygne, d'accord, mais Aldébaran donne son sang à celle d'Andromède, Shaka pour celle du phénix, et enfin Mu pour celle du dragon. Notons que le chapitre 50 où est révélée cette information date du 19 avril 1988. L'épisode 83 où ce flashback est montré en pleine période d'Asgard a été diffusé le 25 juin 1988. L'adaptation animée a voulu sans doute trouver une autre configuration à cause d'Iki. Eh oui, sa clause se régénère toute seule. Autre piste de réflexion, il y avait sans doute une volonté de la part de Masami Kurumada à faire réparer les clauses par les Gold Saints encore vivants. Et à ce moment-là de l'histoire, Aldébaran était supposé être mort par Sorrento. Ceci pourrait expliquer pourquoi le personnage n'a pas donné son sang, car cela se serait passé après son combat. Peu après la mort de Krishna, Sorrento et Kanon échangent une parole sur lui, indiquant ainsi qu'il paraît étonnant de voir un Mariners de sa trempe tomber. Cette scène du manga tease également le prochain obstacle des héros, à savoir Kazar. L'anime ne devait pas être très chaud pour remettre dans l'intrigue Sorrento si tôt, du coup, cette scène a été supprimée. Pour acheter ses fautes, Kanon reçoit lui-même le trident qu'il avait jadis libéré, une scène iconique pour ce personnage. Hélas, la scène fut remaniée par l'adaptation animée car la suite de l'histoire était encore incertaine à ce moment-là. De même que l'âme de Poséidon indiquera quelques indices concernant le véritable adversaire d'Athéna. Des allusions sont faites sur Hadès, ces informations passeront à la trappe également. Comme indiqué tout à l'heure, dans le manga, la clause du phénix ne revient pas à la vie grâce au sang des Gold Saints. Il y a donc un petit décalage, sa clause ne pouvant devenir dorée contrairement à celle de ses compagnons. Ainsi, dans l'épisode 114, sa clause devient dorée, ce qui est au fond une exclusivité de l'adaptation. Shiryu perd de nouveau la vue à cause des attaques de Krishna, tandis que Yoga, lui, est blessé à son œil par Isaac, et ce, en guise de pardon. Bien que ces scènes existent dans l'adaptation animée, le staff choisira d'éluder rapidement ses blessures, et c'est donc un Shiryu voyant qui apparaît devant Poséidon jusqu'à la fin de l'adaptation. Si Yoga, dans un premier temps, conserve sa blessure, il se frotte un petit peu sur le visage et hop là, il n'y a plus rien. L'adaptation animée devait se terminer prochainement, alors le staff a probablement voulu terminer cette adaptation avec des héros intacts. Dans le manga, le combat est très bref, Poséidon se contentant d'utiliser ses yeux divins pour détruire les clauses de nos héros et également pour retourner les attaques. Seiya est rapidement sauvé par Shiryu et Yoga simultanément, et un simple regard de Poséidon fait volatiliser les clauses du cygne et du dragon. Dans l'adaptation animée, l'empereur ne reste pas immobile sur son trône, et Shiryu sauve Seiya tout seul, et Yoga le rejoint plus tard. On peut également rappeler que lorsque l'empereur des mers se réveille, et donc envoie un coup décisif au héros, Shun ne se relèvera plus et sera éjecté de l'intrigue, alors que dans le dernier épisode, on le voit se relever, et sa clause se reconstitue d'ailleurs, probablement grâce au sang des Gold Saints, chose qu'on ne reverra plus jamais d'ailleurs.
Le début et la fin de ce personnage sont très différents. Dans le manga, le personnage est très mobile et se déplace au Japon pour capturer Saori, mais échoue à cause de Seiya. Elle se rend également à Lushan pour causer avec le vieux Doko. Dans l'anime, on peut la voir revêtir sa scale devant Shun et Seiya. Se rendant compte que dans le manga, Tethys ne détenait aucune technique, le staff de l'anime lui adjoindra le Death Trap Choral qui échouera sur Seiya. Le personnage meurt en voulant sauver Julian Solo. Sa mort fait référence au conte de la petite sirène, alors que dans l'anime, elle ne semble pas périr au moment de la destruction du temple de Poséidon. Lors de l'adaptation de 2002, des choix ont été effectués pour mettre au mieux les bronzes en avant, malgré la grande place qu'occupent les Gold Saints. Ainsi, Seiya n'est pas éjecté ici par Mu au Star Hill, mais à l'endroit où il a combattu autrefois Cassius. Il aura le droit à des interactions importantes, que cela soit face à Giant du Cyclope ou Miu du Papillon. De même que, dans les OAV, Shiryu, Yoga et Shun affrontent des Silver Saints. Alors rappelons que le manga précisait qu'en effet des Silver Saints étaient revenus, mais l'auteur se contentera uniquement de montrer les tombes profanées. Les OAV réparent donc cela. Ikki intervient également pour stopper Shiryu dans cette adaptation. Et lors de l'Athena Exclamation, si Shiryu a le droit à une belle mise en avant dans le manga, ici ce sont les 4 bronzes qui interviennent pour stopper l'attaque. À la fin de cet arc, Shigehatsu Yamauchi modifiera de nombreux éléments. Dans le manga, les Gold Saints sont amoindris par un Kekai instauré par le seigneur Hades, qui baisse considérablement la puissance des saints d'Athéna. Ici, cet élément n'est pas indiqué, du moins pas directement. Rhadamante prévient toutefois ses adversaires que, se trouvant sur le territoire d'Hadès, ils y sont désormais aussi faibles que des nouveau-nés. Mais oui, l'ambiguïté était voulue par les scénaristes. Le manga faisait le choix de révéler la fin du combat, ce qui impressionne fort logiquement le lecteur. Dans l'adaptation des OAV, c'est le contraire. C'est le début du combat qui est développé et la fin ne sera pas montrée. On a même le droit à un sursis grâce à l'intervention de Seiya et de ses compagnons. Le tout dans une scène qui adaptait en apparence fidèlement le passage où Aeolia est supposée rejoindre le royaume des morts. Une manière de surprendre les fans. De plus, les Gold Claws sont détériorés dans les OAV, chose qu'on voit assez rarement. Les Gold Saints veulent néanmoins maintenir les bronzes loin de cette bataille et ceux-ci sont contraints de partir. On entendra les voix de Milo, Aeolia et Mu citant leurs techniques respectives pour une fin facilement déductible. Dans le manga, Seiya combat le temps d'une case seulement Rhadamante avant d'être interrompu par Valentane et les autres lieutenants du juge. Cette scène ne sera pas adaptée. Alors que dans les OAV, Seiya combat de toutes ses forces le juge et la clause de Pégase qui avait évolué se met à briller comme de l'or. Chose qu'on ne verra jamais dans le manga, si ce n'est dans les couvertures de l'édition japonaise Eizoban où Masami Kurumada avait dessiné les Final Claws dorés. Notons ici que l'attaque Witness Caution de Rhadamante n'a rien à voir avec celle du manga. Seiya atteint les enfers en emportant avec lui Rhadamante, là où dans le manga, il s'agrippe à son subalterne Valentane. Il y a donc un décalage dans les OAV du Mekai N lorsque Seiya croise la route de Valentane. Dans le manga, les illusions sont assez violentes et celle où Lune croit décapiter Shun est censurée dans les OAV. Ici, c'est une énergie maléfique qui semble parler au juge du Balrog. Dans les OAV, elle meurt lors du combat entre Orphée et Pharaon, alors que dans le manga, elle reste en vie et donne même des indications à Kanon. Il serait tentant de penser qu'elle meurt dans le manga au moment où Hadès est vaincu par Athéna. Dans le manga, Seiya confirme que Shun est devenu Hadès et cela s'arrête là. Le chapitre suivant nous indique que Rhadamante s'est débarrassé de lui, une ellipse qui fonctionnait ma foi bien. Dans l'anime, Seiya a l'occasion du coup de parler à son ami qui est possédé par l'âme d'Hadès. La scène est maladroitement réalisée à mon humble avis et Seiya se fait avoir un peu bêtement par Rhadamante de dos. Par contre, là où il y a un véritable changement, c'est qu'Hadès fait changer la couleur des cheveux de son hôte dès cette scène, alors que dans le manga, ce changement s'opère pendant son combat contre Ikki. L'occasion de parler de la différence des cheveux de Saga entre l'anime et le manga, car oui, Saga devient brun dans le manga, alors qu'il arbore des cheveux blancs dans l'anime. Ikki fait alors une comparaison entre Hadès et Saga, lorsque le dieu prend alors pleinement possession de son hôte et fait du coup changer la couleur de ses cheveux. Alors petit problème cependant avec la comparaison d'Ikki, alors
uniquement dans l'adaptation animée, puisque Shun arbore des cheveux noirs, ce qui est fidèle au manga, mais ce n'est pas raccord avec la couleur de cheveux de Saga sous ce format-là. Seiya, qui est en mauvaise posture face à Valentine, fait jaillir un énorme Cosmo. Il se relève et frappe d'un coup de pied le spectre de la harpie. Le chapitre, voire le tome 25, se terminait ainsi. J'avoue qu'à l'époque, je n'avais pas bien compris si le combat était terminé ou non, mais manifestement c'était le cas. Alors que l'adaptation va plus loin. D'accord, Seiya touche Valentine, mais c'est son casque qui tombe. Le combat se poursuit et c'est probablement l'un des meilleurs ajouts de ces OAV. Dans le manga, Minos éjecte Shun et Seiya. Dans les OAV, il affronte les 4 bronzes. Il y a eu quelques petits ajouts sur ces deux personnages. Yoga et Shiryu sont aperçus en train de massacrer du spectre dans l'OAV numéro 9 du Mekai N. Et on voit Doko se promener, ainsi que Saori et Shaka alors qu'on ne les aperçoit pas dans le manga. Par ailleurs, toujours sur Yoga et Shiryu, ils rejoignent Seiya et Shun pour les adieux des Gold Saints dans l'anime, contrairement au manga. L'occasion de voir des interactions émouvantes pour les adieux des Gold. Alors pour ma part, je trouvais effectivement que c'était une erreur que cela se passe sans eux. Ikki se sauve grâce au Cosmo d'Athéna du Cocyte à l'instar de Mu, Aeolia et Milo dans l'anime, alors que dans le manga, c'est Pandore qui le libère. Thanatos combat les 5 bronzes munis de Gold Claws avant de les détruire. Bref, le combat est moins expéditif que dans le manga. Et il en sera de même lorsque Yoga et Shiryu affronteront Hypnos. Ceux-ci utiliseront même Excalibur et l'Aurora Thunder Attack. Voilà, comme vous pouvez le constater, Saint Seiya est un manga qui a subi beaucoup de modifications pour des raisons assez diverses et variées, que cela soit sur le look des héros ou bien sur le scénario. L'œuvre y est totalement transformée et surtout sur sa première partie. Et aujourd'hui, beaucoup de fans préfèrent la fluidité du scénario de Masami Kurumada qui va droit au but par rapport à l'adaptation animée qui a mis beaucoup de temps à se chercher. De même que l'intrigue autour du suppliant de Sion, à savoir Arès, gonfle pas mal de fans et beaucoup éludent encore aujourd'hui cette histoire car jugée incompréhensible. Comment leur en vouloir? Et alors que la licence revient en 2002, on aurait pu penser que la licence ne dériverait pas autant. Eh bien, ce ne fut pas totalement le cas, et pour cause, la Toei Animation adaptait une partie où les héros étaient secondaires. Donc, même si on regrette tous l'insertion de Seiya lorsque le combat de Mu versus Miyu est supposé avoir lieu, eh bien, il y a une certaine logique dans tout ça, malgré tout. Après, attention, il y a aussi des ajouts très intéressants, comme la rencontre furtive entre Shun et Pandore. Par la suite, les modifications y seront moindres et surtout plus classiques. Voilà en tout cas ce que j'avais à dire sur cette très longue vidéo autour des modifications du manga par l'adaptation animée. J'ai sans doute oublié quelques différences et n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. De mon côté, j'ai essayé surtout d'indiquer les plus importantes, tout du moins selon moi. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt, salut.